بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc, bienvenue à tous dans ce partage qui se veut exploration de notre contexte moderne, de notre contexte actuel. On qu'on peut dire, qu'on peut qualifier entre guillemets de «post-colonial», mais en réalité on voit, dans la proposition en tout cas que je propose de comment définir la colonisation. Ce n'est pas un pays qui vient coloniser un autre, non, c'est vraiment un paradigme qui d'abord a, a vraiment, perpétué des massacres dans son propre pays, avant d'aller le faire ailleurs. D'accord? Donc c'est vraiment une exportation d'un paradigme, d'un projet, de rapport à la nature, au vivant, et du coup, bah, toute la tradition effectivement, mais d'abord, c'est vraiment le rapport à la vie et le rapport au vivant. D'accord? Donc c'est un paradigme qui se veut, dominateur, plus que au service réellement de la vie et la vie avec avec un grand V. D'accord? Donc c'est ça en fait la l'idée coloniale qu'on vous propose, et donc la pensée décoloniale doit réellement, aller dans ce sens-là, d'accord? Doit réellement aller dans ce sens-là. Allô? Vous m'entendez? Pourquoi est-ce qu'on ne me voit pas? Heu, mettre en avant pour tout le monde. Ah voilà. Ah ça marche. Et donc c'est ça, c'est ça. C'est ce que c'est donc lorsqu'on comprend effectivement l'idée coloniale de cette manière-là, donc la pensée décoloniale doit aller du coup dans ce sens-là. D'accord? Et donc on vous propose donc pour rappel, on vous propose d'étudier ensemble donc la thèse de doctorat de Mohamed El-Kahlaoui, donc thèse de doctorat de troisième cycle faite à l'université de Grenoble, donc autour de cette question-là, de la question coloniale au Maroc de 1912 à 1936. Donc il y a beaucoup de choses en tout cas qui sont développées dans la thèse, mais nous, ce qui va nous importer en tout cas, c'est vraiment effectivement, comme il est dit dans l'introduction, c'est le rapport salarial. D'accord? Le rapport salarial qui est institué du coup du fait de cette colonisation. Donc je vous lis juste une petite, un petit passage. Donc le rapport salarial apparaît. D'accord? Donc avec l'arrivée de la colonisation, le rapport salarial apparaît, et le rôle joué par l'État dans la naissance de ce rapport est à la mesure de sa volonté d'instaurer de nouveaux rapports sociaux de production. D'accord? Donc, on va le voir, effectivement, que le rapport tribal, le rapport à la terre, le rapport collectif à la vie de manière générale va complètement être écarté pour justement instaurer ce rapport salarial. D'accord? On va pas s'attarder voilà, sur le rôle de l'État, etc., parce que c'est pas notre but, et voilà, c'est pas notre contexte, en tout cas. Enfin, c'est pas une étude, en tout cas, qui en tout cas, qui vraiment va nous mener, du coup, vers un retour à l'action agro-pastorale, chose effectivement qu'on essaye de promouvoir, parce que effectivement, donc, et là, toujours dans l'introduction, juste une précision, pourquoi avoir choisi 1912 et 1936 pour limiter le cadre temporel de notre investigation? Donc là, c'est une question. Donc la première date est aisée à justifier. La signature du traité du protectorat en 1912 marque le début de la redéfinition des rapports de la société et du pouvoir politique central. D'accord? Donc 1912 au Maroc, effectivement, c'est la signature officielle du protectorat, même si bah, déjà dès 1907, par exemple, la présence coloniale, enfin, armée est présente à Oujda, par exemple. D'accord, à Oujda et à d'autres villes frontalières. Vous allez voir pourquoi je le précise, parce qu'effectivement, on va voir ensemble ce personnage-là, Pierre Rabhi, qui est effectivement bon, dans le sud algérien, mais dans une zone effectivement frontalière au Maroc. Mais peu importe, on n'est pas là pour discuter cette question-là. Euh,
Mais réellement, pour comprendre en fait que la réelle libération passe réellement par la voie que ce monsieur-là a proposée. D'accord? On va essayer vraiment de le découvrir ensemble. Donc voilà, 1912, c'est aisé à comprendre. Donc 1936, d'accord? Donc 1936 est l'année de l'émergence d'une nouvelle classe sociale au Maroc, le prolétariat, d'accord? Et donc avant 1936, pas de prolétariat au Maroc parce que tout le monde est soit artisan, soit paysan, soit voilà, une minorité qui travaille pour l'administration sociale, AFES, MECNAS et autres. Administration du Marsden, de l'État, d'accord? AFAS, MECNAS, etc. Dans les centres urbains. Mais sinon, tout le monde est paysan, tout le monde, ou alors la majorité sont paysans, une minorité, voilà, sont artisans. D'accord? Donc 1936 et cette émergence de nouvelles classes sociales au Maroc, le prolétariat. Et c'est marqué effectivement par les grèves de juin 36, 1936. Et ce qui a remarqué, c'est que cette première grève, d'accord, suivent de près la conquête militaire totale du territoire, d'accord, qui a eu lieu en 1934. D'accord, donc même si le protectorat est signé en 1912, et avec une présence sur les frontières déjà dès 1907, la conquête totale, on va dire, du Maroc n'a lieu qu'en 1934. Parce qu'effectivement, bon, il y a l'expérience Rifen qui est connue par Abdelkrim Khattabi, mais il y a pas que cette expérience-là. Dans l'Atlas, dans le sud, etc., vraiment, différentes régions se sont effectivement alliées autour d'un devoir de résistance vis-à-vis de cette colonisation-là. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est pas à dire oui, voilà, comme on l'a déjà précisé, mais c'est bien de le rappeler. C'est pas, voilà, on n'est pas là à dire oui, l'étranger est venu nous coloniser, parce déjà, on n'en est plus là. D'accord. On n'en est plus là. Mais l'idée, c'est que comme on vous le dit, c'est que déjà, cette politique industrielle de création de classe sociale prolétariale euh, a déjà mis une partie de la classe sociale européenne dans la misère. D'accord. Et c'est cette misère-là qui s'est exportée dans le reste du monde. Donc nous, on veut revenir, en tout cas, si à la proposition de sortie de ce schéma-là, et de revenir à ce qui se passait avant. D'accord. Donc ce qui se passait avant, c'est une dynamique collective autour d'un projet collectif du travail de la terre. D'accord. Et c'est ça vraiment notre voie de sortie. Et ce que Pierre Rabhi a intelligemment compris et a intelligemment mis en œuvre. Et en tout cas, pour nous, vraiment, c'est vraiment un pionnier, en tout cas, de cette réelle compréhension, en fait. Tu vois, parce que on le voit, par exemple, on le voit vraiment, aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe au Soudan, bah, juste pour revenir un peu sur l'actualité, ce qui se passe au Soudan, à la base, c'est quoi? C'est bah, des gens qui, soi-disant, se sont révoltés contre un pouvoir dictatorial. Bah, du coup, deux généraux, en fait, bah, finalement, a voulu devenir le nouveau dictateur. Bah, ça se cogne entre les deux généraux. Et puis, bah, qui c'est les victimes? Donc vraiment, voilà, la révolution, comme disait Pierre Rabhi, est la révolution de la terre. D'accord. Vraiment la révolution de la terre, parce que la colonisation est la colonisation de la terre. De la terre, vraiment dans le sens réellement agricole du terme. D'accord. Euh, et donc voilà, c'est à ça nous qu'on appelle. C'est à ça qu'on appelle. On n'appelle pas vraiment ceux qui veulent voilà, discuter du schéma de gouvernance, etc. C'est une perte de temps en fait. C'est une perte de temps. Là où tu te trouves dans ton contexte, dans ton schéma de gouvernance, et tous les schémas de gouvernance, pour moi, en fait, sont des schémas qui peuvent, en tout cas, porter cette dynamique-là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut libérer? C'est d'abord libérer les cœurs, libérer les pensées, libérer les motivations. D'accord. Des gens en eux-mêmes. D'accord. Vraiment, bah là, justement, en parcourant le livre, il y a un des penseurs qui a beaucoup influencé Pierre Rabhi, un Amérindien, Krishnamurti, et donc, il parle lui-même, donc l'Amérindien, donc voilà, c'est l'Amérindien d'Amérique, d'accord, donc la population amérindienne d'Amérique, et qui parle de libération également, d'accord, cette population qui a été complètement anéantie, presque, à quelque chose près, cette population indigène qui a été complètement anéantie par les colons européens arrivés en Amérique du Nord. Et d'accord, et donc qui dit libère-toi toi-même, d'accord, libère-toi toi-même.
et voilà, peut-être qu'on verra sur le texte qu'il y a dans le magazine une fois, mais en tout cas, voilà, juste pour vous expliquer que euh, voilà, c'est pas pour nous, c'est même pas pour pas pour un peu titiller Sidi Ibrahim aussi. Pour nous, c'est même pas une question même de parti politique. Vraiment, c'est pas est-ce que tu es de gauche ou est-ce que tu es de droite? Est-ce que c'est un gouvernement de gauche dans un seul et même pays? Euh, Moi, ce que je dis et ce que je présente en tout cas, c'est que si tu es en France, en fait, si tu es en France, la laïcité en elle-même, voilà, là, je vais peut-être voilà, être être sorti du cercle de la communauté. Non, allez, non, mais en tout cas, c'est ma réelle pensée. Si tu es dans la laïcité est le meilleur modèle de gouvernance, en tout cas, effectivement, est le meilleur modèle de gouvernance pour une libération. Si tu te trouves, par exemple, voilà, si tu te trouves au Maroc, la monarchie est le meilleur modèle de gouvernance si tu veux te libérer toi-même. Parce que ce n'est pas notre propos. D'accord. Ce n'est pas notre propos vraiment, ça sert à rien en fait de discuter est-ce que laïcité, monarchie, république, démocratique, ça, voilà, vraiment, c'est secondaire. La réelle, d'abord, libération, c'est la libération de la pensée, la libération des cœurs et la libération des motivations et réellement de la fonction de l'homme, d'accord. Après, comment ça se déploie? Chaque pays a son histoire, d'accord. Ton histoire, c'est effectivement ton terrain. D'accord. Tu ne peux pas dire, par exemple, juste pour vous expliquer, pour faire si vous avez, par exemple, dans votre contexte, un terrain sableux, d'accord, bah, pour que le terrain sableux devienne, je ne sais pas moi, limoneux ou argileux, bah, il te faut des milliers d'années, en fait. D'accord. Si tu as un terrain argileux pour qu'il devienne plus sableux, pareil, il te faut des milliers d'années. Si tu as un terrain limoneux, pour le changer, il te faut des milliers. Donc en fait, ça sert à rien en fait de discuter pourquoi est-ce que un terrain sableux est meilleur qu'un terrain argileux. Chacun a ses caractéristiques en fait. D'accord. Si tu te trouves dans un pays où du coup effectivement, la première et deuxième guerre mondiale, enfin tout le siècle passé est quelque chose vraiment qui a complètement bouleversé en fait le monde entier. Donc ça, c'est un grand bouleversement en tout cas. Mais après ce grand bouleversement, ben, finalement, avec quel terrain tu te trouves, d'accord? Donc moi, je me trouve dans un terrain sableux. OK, très bien. Maintenant, comment on fait? D'accord? Si je me trouve dans un terrain argileux, d'accord, OK, maintenant comment je fais? Je me trouve dans un terrain limoneux, d'accord, OK, maintenant comment on fait? D'accord? C'est ça, c'est pour ça que je vous dis en fait, vraiment, moi je suis profondément enraciné du coup dans ma culture traditionnelle marocaine, mais aussi profondément appelé réellement par ce que la France peut offrir vraiment dans la vision même, dans la vision même de la laïcité, dans la vision même voilà, du symbole qu'elle souhaite en tout cas apporter liberté, égalité, fraternité, d'accord, mais que l'on doit nous-mêmes chercher à réaliser. C'est pas dire bah non, bah, les institutions ne font rien, d'accord, mais en fait les institutions portent ce symbole-là, mais est-ce que toi tu veux le réaliser dans ta vie en fait, d'accord? Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça, en fait. C'est pas parce que voilà, on est pour nous, parce que le combat n'est pas là. D'accord? Le combat n'est pas là et voilà, on propose vraiment cette autre lecture de que ce que c'est la pensée coloniale. Voilà, c'est pas une république qui vient, coloniser une monarchie ou une république qui vient, une autre, république ou enfin peu importe. Vraiment, ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là par contre, oui, par contre, le système industriel, bah, regardez, ça, par contre, effectivement, la vraie colonisation l'a compris, le système industriel. Tu vas au Maroc, tu vas en France, tu vas en Chine, tu vas au Japon, le McDo, à quelque chose près, c'est le même. D'accord. Tu vas en Afrique du Sud, tu vas en Colombie, tu vas en Australie, à quelque chose près, le Coca-Cola, c'est le même. D'accord. Euh, alors que la réelle colonisation, elle est là. C'est la colonisation industrielle. Elle est partout pareille, à quelque chose près. Bon, mais la réelle colonisation, elle a compris les choses. D'accord. Peu importe comment même tu vas en Arabie Saoudite, Zama, soi-disant, tu as une partie homme célibataire, même McDo, il est le même. D'accord. Et je sais même pas si ça existe, ça. Ça existait hein, dans quelques villes, je crois, à Riyad ou je sais pas où, mais
voilà, de l'hypocrisie culturelle. Mais en tout cas, voilà, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour vous expliquer, en tout cas, que moi, mon réel combat, en fait, mon réel combat, c'est contre McDo, en fait. Peu importe où il se trouve, est-ce qu'il se trouve en Australie, en Colombie, en Argentine ou en Mongolie. D'accord? Mon combat, c'est contre McDo, c'est contre Coca, c'est contre vraiment tout vraiment ce système-là, ce système de pensée qui va vraiment créer des conditions de misère humaine. Et la misère humaine, c'est pas juste, tu trouves pas effectivement la misère matérielle est quelque chose de très difficile à vivre, mais vraiment la misère culturelle, vraiment que ça engendre, l'addiction, de nos jeunes, le manque de motivation de nos jeunes, le manque d'ouverture vraiment de la conscience de nos jeunes et cetera. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et ça, encore une fois, peu importe où tu te trouves, peu importe le modèle de gouvernance dans lequel le pays que tu te trouves, en fait, les problèmes sont les mêmes. Pourquoi? Parce que la colonisation de ces grands industriels est la même. D'accord? Donc comprenez, comprenez avec moi, s'il vous plaît. Et ça, effectivement, voilà, Pierre Rabhi, il a compris, vraiment, tu le vois, au-delà voilà, fondateur de l'agroécologie, etc. Oui, mais quand tu comprends, en fait, quel est le monsieur, voilà, je vous avais parlé de son village natal, en tout cas en Algérie, en tout cas, un de ses premiers livres qu'il a écrit, il a écrit Du sable du Sahara au désert rural des Cévennes. D'accord? Donc, effectivement, les Cévennes ont déjà été colonisés eux-mêmes. Les Cévennes en France, le monde rural a été détruit déjà en France avant d'aller détruire le monde rural en Algérie. D'accord? Et c'est quelqu'un, effectivement, qui va naître au cœur du désert, au cœur du Sahara, pour aller redonner vie aux Cévennes. D'accord? Et c'est ça qui est beau, en tout cas. Donc, dans son livre Des graines de possible, il explique, d'accord? Il explique. Il dit: Je suis né près de Béchar, d'accord? Béchar. Dans une petite oasis du sud algérien appelée Kendassa, une oasis qui a la particularité d'avoir été fondée au XIIIe siècle par Sidi Mohammed ben Bouziane al-Khandoussi, un maître soufi qui prenait la non-violence comme vertu fondamentale de l'existence. La confrérie de Ziania est née et qui, par le charisme du maître, s'est spécialisée dans l'accompagnement des caravanes pour les protéger des brigands et rançonneurs. Je n'ai appris cela qu'à l'âge adulte, mais quelque chose m'avait comme imprégné. Peut-être l'ambiance de notre cité traditionnelle organisée autour du mausolée séculaire méditatif comme gardien d'une belle conscience. D'accord? Donc la zaouia, effectivement, la zaouia, enfin, elle est dessinée ici. Donc la zaouia, elle était vraiment au cœur, enfin, comme enfin, comme beaucoup de villages en tout cas, effectivement, la zaouia au cœur. Et autour de cette zaouia émerge vraiment une vie en fait. Et vraiment, comme il le disait Habib Omar quand il a visité la ville de Zhoun, la ville de Zhoun près de Fès, la ville de Moulay Idriss. Je me rappelle plus la phrase, mais en tout cas, أينما حلوا أولياء الله أينما حلوا les bien-aimés de Dieu, là où ils vont, émerge la vie. Donc et c'est ça, tu le vois effectivement dans les différentes zaouïas, en fait, effectivement, la zaouïa au cœur et émerge une oasis tout autour. Subhanallah. Et c'est ça la vie en tout cas, c'est ça la vie avec un grand V, qui va réellement, bah, redonner des cœurs vivants. D'accord, et ça, je voulais vous le lire, en fait, dans Graines de possible, parce que je ressens, en tout cas, des fois, des petites perturbations quand je parle de Pierre Rabhi. Les musulmans veulent pas, enfin, se sentent un peu bizarres. Tu vois, ouais, bah, lui, il est né algérien, mais quand même, il est devenu chrétien. Voilà, je sens des fois bon, ça n'a jamais été dit, en tout cas, mais je laisserai du coup Pierre Rabhi lui-même répondre, en tout cas, parce que celui qui est bloqué sur ça, bah, c'est qu'en fait, on ne connaît pas les gens, vraiment, on ne connaît pas les gens. Parce que celui qui a compris Pierre Rabhi, en fait, il comprend effectivement que c'est quelqu'un qui a profondément compris le message de Aïssa alayhi salam, d'accord? Et que effectivement, il ne trouvait pas dans, entre guillemets, l'héritage mohammédien apparent, quelque chose réellement qui soit vivifiant. Donc voilà, comme il le dit lui-même dans Graines de possible, il n'a appris vraiment l'histoire de la zaouïa de son village qu'une fois grand, en fait.
d'accord? C'est là, effectivement, où il s'est éveillé, en fait, à l'héritage spirituel de mohammédien. Mais dans son parcours, voilà, il voit qu'effectivement, lui-même il dit: «Jésus le porteur de lumière, le prophète porteur de lumière». D'accord? Donc il trouve effectivement dans le fait que Aïssa alayhi salam est le porteur de lumière, chose que je ne sais pas, durant ses rencontres, il a rencontré X, Y, Z qui lui a parlé et qui a fait jaillir cette lumière intérieure en lui, chose qu'il n'a pas forcément peut-être, rencontrée dans sa vie d'un quelqu'un, voilà, effectivement, la religion musulmane aujourd'hui est dogmatique, catastrophiquement parlant, vraiment. C'est on pense avant tout que l'islam est un dogme. Chez les musulmans eux-mêmes, ils te disent la aqidah, d'accord? Et ça, pourquoi ça vient j'en ai parlé quand j'ai fait un peu l'imam Junayd, et cetera, comment ça s'est évolué en tout cas. Mais effectivement, c'est dû effectivement à des savants, qui ont cherché à construire soi-disant une école, d'orthodoxie, mais réellement, toute école qui cherche à vraiment mettre des fondations aussi rigides, en fait, ça devient un clergé, en fait. Pourquoi? Parce que, bah, il y a un pouvoir abbasside qui cherche, bah, une légitimité, et cetera. Moi, je vais pas revenir là-dessus. Mais vraiment, les conséquences de ça sont terribles. C'est ce que nous explique notamment sur Al-Kahf, en fait. Vraiment, la recherche de cette orthodoxie pour justifier un pouvoir mise en place, les conséquences de ça sont terribles jusqu'à ce que, comme il explique sur la enfin, une fois que vous le lisez sur la de cette manière-là, ça coule de source jusqu'à effectivement voir que en fait, bah, c'est le capitalisme qui domine suite à ça. Pourquoi? Parce que tu as retiré, la spiritualité de la forme religieuse. Bref, pour revenir à combien il me reste de temps? Bah, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, dans la partie les racines algériennes, d'accord? Les racines algériennes de Pierre Rabhi, donc il y a dans son livre, toujours il y a un extrait, les graines de possible. Donc il explique ce que c'est le phénomène de colonisation, d'accord? Même si lui, il est né en 1938, d'accord? Donc sachant que l'Algérie est colonisée depuis déjà 1830, mais la réelle colonisation va arriver à Béchar, bah, lui, lorsqu'il est enfant, donc 1938, bon, je sais pas moi, dans les années 40 peut-être. D'accord? Là, la réelle colonisation arrive. D'accord? Donc même si effectivement ils sont présents dans le nord, à Oharan, à Alger, et cetera, Constantine, mais la réelle colonisation de son village a lieu dans les années 40. Et là, il nous l'explique. D'accord? Donc il dit: «Mon père était forgeron», d'accord? Musicien et poète, d'accord? Donc son père, effectivement, quelqu'un qui a cette triple dimension, forgeron, musulman et poète. Ma mère, elle, est morte alors que j'avais 4 ans. À l'époque, mon père a fait la connaissance d'un couple français, un ingénieur et une institutrice venus travailler à compagnie des ouvrières. D'accord? Pourquoi? Car notre sous-sol colonisé recelait de charbon. Ah! Lorsqu'on trouve qu'il y a du charbon quelque part, là, la colonisation commence. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis la réelle colonisation est la colonisation de l'industrie. Mes frères, mes sœurs en humanité, écoutez-moi, la colonisation n'a pas fini, elle n'a fini nulle part, elle n'a même pas commencé. Même la pensée même, elle commence quelque part à émerger. Mais comprenez ce que je dis. D'accord? Donc son village, en fait, vivait tranquille à la manière traditionnelle de voilà, il explique, je vais laisser lui expliquer, c'est mieux. C'est avec cette matière obscure, donc en parlant du charbon, d'accord? C'est avec cette matière obscure que notre système traditionnel a été complètement bouleversé et que la modernité nous est arrivée. D'accord? Donc c'est par le charbon que le système traditionnel est complètement bouleversé et la modernité est arrivée. Écoutez, une population gavée de lumière allait brusquement, non, pardon, allait brutalement devoir tirer sa survie de ce monde de l'obscurité. D'accord? Donc vraiment cette simplicité traditionnelle, effectivement, qui remplissait les gens de lumière, ben maintenant allait faire en fait que les gens devaient survivre au milieu de cette obscurité-là. Le temps de la montre, le temps de la montre, donc il appelle ça vraiment littéralement as-sa'a, si on veut. Le temps de la montre allait abolir cette sorte d'éternité
cadencée par le ciel, les prières et les fêtes. D'accord? Donc il y avait une espèce d'éternité cadencée par le ciel, les prières et les fêtes. Là, le temps de la montre, bam, voilà. Maintenant voilà, tu arrives à 8 heures, tu finis à midi, tu recommences à 13 heures, tu finis à 17 heures. Voilà, le temps allait devenir argent. Voilà, subhanallah, c'est ça. Le temps allait devenir argent. Et c'est pour ça que voilà, nous, humblement, on essaie vraiment dans le livre de Malcolm X, c'est un chemin des libérations, vraiment pour ceux qui ont compris, j'appelle ça pour une cosmologie de libération. Pourquoi? Pour changer notre rapport au temps, en fait. Vraiment, c'est ça. Et qui est cadencé justement par ces temps de prière que malheureusement aujourd'hui on regarde dans l'application, dans le machin, que moi j'ai arrêté en tout cas. Moi je regarde le ciel, vraiment. Je me trompe de 3 minutes, enfin peu importe en fait. C'est pas, moi j'ai pas un Seigneur en tout cas je n'ai pas l'opinion de mon Seigneur, en fait, qui va me dire: «Ah bah, à 3 minutes près, pourquoi tu as fait ta prière en avance ou en retard?» ou voilà, c'est pas pour moi, c'est pas le rapport, en tout cas, que j'ai. Pour ceux qui ont le rapport du temps de la mon du temps, j'ai dit le temps, mais aussi le temps, du coup, c'est vraiment le temps de la montre, vraiment. Tu commences à 8 heures, l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Ah, la ilaha illallah. Non, il faut vivre, il faut vivre, il faut vivre, il faut vivre son temps. Mais il faut vivre son temps, mais pleinement, en fait, pas le subir, vraiment. Parce que quand on met une horloge, en fait, et même si effectivement l'horloge a émergé malheureusement, émergé dans le monde musulman, avant que ça soit exporté en Europe et ailleurs. Et avant ça, oui, avant ça, les gens vivaient au rythme du ciel. Et donc c'est ça, voilà. Vraiment, le livre sur Malcolm X, on a vraiment mis en avant cette dimension-là, de revivre nos prières vraiment comme une cosmologie de libération. Du coup, le temps de la prière devient réellement, un climat de réception, d'accord? Kitab mawqout, c'est comme ça qu'on définit ça, kitab mawqout. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc c'est un climat de réception, d'accord? Le Dohr, effectivement, est un climat de réception. Le Maghreb, un climat de réception, d'accord? Et du coup, notre journée évolue avec ces différents climats-là. Donc c'est ça mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, voilà comment vraiment, il faut comprendre ce phénomène colonial, au-delà de simples slogans, de simples même modèles de gouvernance, voilà, comme je vous l'ai dit. Vraiment, au Maroc, je dis: «Aach el Malik», en France, je dis: «Vive la laïcité». Moi, ça me pose absolument aucun problème parce que je sais que le combat n'est pas là, je sais que la solution n'est pas là. Mais par contre, effectivement, la solution est de boycotter, les McDo, les Coca, compagnie, et de vraiment reprendre la bêche. Pas la bêche, la grelinette plutôt. Bon, au début la bêche parce qu'on est obligé, parce que les sols sont tellement dégradés que, mais voilà, prendre la bêche, ensuite la grelinette, et puis retrouver le chemin de la terre. Voilà, alhamdoulilah rabbil alamin. Bah, si Ibrahim était en train d'écrire quelque chose, je sais pas si ça t'a inspiré dans ton écriture, mais Absolument, salam alaikum, si, si, absolument. Bah, c'est lié en fait. C'est lié parce que je fais justement. Je suis en train de travailler là sur, comme je t'ai dit, Gabriel Agaï, qui est herboriste, qui est rabbin kabbaliste et herboriste à Paris, et spécialiste donc de la médecine traditionnelle juive et ancestrale. Et j'étais en train de réfléchir autour de la question. J'allais en plus t'envoyer un message autour de la question. Tu sais, j'écris autour de la question de la théorie évolutionniste en fait, qui a été Allah, 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 Allah. qui a été là, qui a été là, Subhanallah. qui était en fait l'appui scientifique sur lequel la modernité occidentale impérialiste s'est construite pour dominer toutes les autres formes d'être au monde et de savoir, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant démarrer l'homme au singe et en faisant une espèce de chronologie, l'homme moderne occidental se considère aujourd'hui comme étant le modèle le plus avancé
de toutes les sociétés humaines depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et c'est à partir en fait de cette théorie évolutionniste qu'elle peut se permettre de considérer tout ce qui l'a précédé comme des sociétés inférieures, comme des races inférieures, etc., etc. Et donc à partir de ce postulat scientifique, qui est le cœur du réacteur en fait de toute la violence coloniale, et comme tu disais après, de tout le déploiement en fait de l'hégémonie industrielle qui a violenté la terre et les cœurs en fait tout derrière. Et en fait ça fait penser, moi ça me fait penser à une phrase qui revient beaucoup dans le Coran d'ailleurs, que, que quand Allah envoie, enfin quand souvent il est envoyé un prophète à des sociétés justement pour régénérer le message, revivifier les cœurs, ce qui souvent lui est dit, souvent lui est répété, c'est Nasatirul awwalin. Alors ça, ce sont Satirul awwalin, c'est-à-dire ça, ce sont chronologiquement, ce que tu es en train de nous rapporter, ce sont des choses d'avant, et donc des contes d'anciens, des récits d'anciens, et donc qui ne sont plus adaptés à notre période et à notre époque, parce que ce que tu nous dis là est dépassé, périmé, invalide, inactif. Et donc, cette question évolutionniste, en fait, c'est déjà une critique qui est faite dans le Coran de la théorie scientifique évolutionniste sur laquelle les sociétés capitalistes aujourd'hui se reposent. Scientifiquement, c'est ce postulat-là sur lequel ils se reposent de toutes les sociétés modernes. Et Allah, dans le Coran, il en fait déjà, il y a déjà en fait cette critique-là. Il y a déjà la critique de ces sociétés Ouais, qui est faite, ouais. subhanallah, dans le Coran. Mais en fait, subhanallah, mais moi, hier, parce que c'est une question, voilà, en fait, c'est une question que je me suis posée réellement, en fait, par rapport à un passage justement de Surat Ibrahim, dans Surat Al-Anbiya. Tu sais, il leur dit, فَجَعَلَهُمْ جُدَدًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. Tu sais, quand Ibrahim, en tant que fata, en tant que réellement ce chercheur de la fraîcheur de la vérité, d'accord, alors il a 16 ans, vraiment dans un esprit révolutionnaire, parce qu'on s'imagine, oui, les prophètes. Non, d'abord, les prophètes, c'est réellement des chercheurs, réellement des fois, dans la quête de vérité, et qui sont des révolutionnaires cosmiques, d'accord. Et je me suis toujours posé la question, en fait, sur cette histoire-là, dans Surat Al-Anbiya, tu sais, il va faire tomber, bon, symboliquement, tu vois, les différentes statues, et Dieu nous dit, il a kabiran lahum. Mais moi, en fait, bon, il y a des explications des tafassirs, etc., même des tafassirs, même exotériques, mais qui m'allaient pas, en fait, tu vois, enfin, c'est pas qui m'allaient pas, mais je trouvais, tu vois, parce que Kabir Allah, voilà, dans l'explication exotérique, il y en a qui disent, bah, c'est l'ego, en fait, tu vois. Il a tout cassé à part leur ego, en fait, pour montrer que leur ego, même leur ego est faible. D'accord, ça m'allait, tu vois, mais je me disais, ouais, il y a encore quelque chose. Et subhanallah, il n'y a que hier, en fait, en méditant réellement, en fait, je me suis dit, mais Kabir al-Lahom, en fait, cette histoire-là, pourquoi il a tout fait tomber à part Kabir al-Lahom. Et hier, en méditant, en fait, vraiment sur cette phase-là de la foutoua réellement de Sayyidina Ibrahim, et je me suis dit, mais en fait, Kabir al-Lahom, en fait, c'est justement le moteur, entre guillemets, de leur progrès. Parce que Dieu ne dit pas, c'est une subtilité linguistique, mais il ne dit pas Akbaruhum, en fait. Il ne dit Hmm. pas en fait le plus grand. En fait, parce que les explications là qui sont données, Zézama, il a fait tomber toutes les statues, à part la plus grande statue. Mais si c'était ça en fait qui était dit, en fait, on aurait utilisé Akbarohum. D'accord. Hmm. Akbarohum, donc le plus grand parmi les. Là, en fait, Dieu nous dit Kabir al C'est-à-dire Kabir, c'est-à-dire justement cette recherche de progrès. Et là ça fait sens en fait. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim alayhi salam, il est justement envoyé dans, entre guillemets, ce qui allait devenir, entre guillemets, de manière apparente, la première société de progrès, à savoir Babylone. Ah, d'accord. Et en fait, c'est ça, c'est que en fait, justement, cette société sédentaire qui va justement avec ça, bah, voir l'émergence des premiers modes esclavagistes et des premiers modes réellement du salariat, etc., etc. Pourquoi? Pour justifier justement un mode de progrès. D'accord. Et ça, c'est un autre thème, en fait, vraiment, comment le Coran, en fait, vraiment, il nous invite à un retour agropastoral. En fait, une fois que tu le lis, en fait, tu le vois partout après. Ah, subhanallah. Vraiment, tu le vois partout. Voilà, demain, Inch'Allah, après-demain, on va en parler même dans Surat Yassine. Vraiment, dans Surat Al-Kahf, tu vois, donc vraiment, tu le vois partout, en fait, l'équilibre agro-pastoral.
Et là, en fait, d'accord, je me suis dit, ah oui, Kabir lahum, c'est pour ça qu'il c'est pas dit en fait Akbaruhum en fait. Et là, oui, Kabir, parce que c'est cette recherche permanente, parce que Fa'il, la forme Fa'il, c'est la permanence. Comme lorsqu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rahim par rapport à vraiment la plénitude de Rahman, Rahim, c'est cet effet de permanence et de renouvellement permanent. D'accord. Et c'est la même forme en fait, Kabir. C'est-à-dire que c'est ce recherche de progrès permanent. Tu vois, Hmm. et là, d'accord, là, tu comprends. En fait. Oui, en fait, il se rebellait. En fait, il leur a laissé, justement, comme tu disais, le dogme principal même de l'émergence de Babylone, qui est cette recherche de progrès, tu vois, permanent, tu vois. Et, Allah, Allah. et c'est contre ça qu'il s'est révolté, en fait, subhanallah. Hmm. Et je l'ai vu hier, en fait, vraiment, subhanallah, pour la première fois, je l'ai vu hier. Et c'est incroyable là, que tu m'en parles. Allah, Allah. Ah ouais, non, mais c'est précis. Et donc, il la Ouais. laisse. Tu veux dire qu'il la laisse parce que ça va être une marque, en fait, de la société. Enfin, ça va être une marque des nouvelles, de ces nouvelles civilisations, c'est ça? Bah, moi, je sais pas. Enfin, franchement, je sais même pas s'il a fait tomber des statues, peut-être, tu vois. Mais parce il faut voir là aussi qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas. L'avènement, ça met de nouvelles civilisations. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Voilà, mais en tout cas, là, ce que Dieu nous dit, en fait, ce contre quoi il se rebellait, c'est vraiment cette espèce de philosophie du progrès inconditionnel bah, qui va générer vraiment les premières formes d'esclavage, les premières formes de, 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 Allah. de discrimination réellement d'une classe sociale par rapport à un autre et du coup de rabaissement l'homme par l'homme. D'accord. Et c'est contre Ok. ça, en fait, c'est-à-dire que tant on recherche de progrès, dans ton recherche de l'auto-progrès, en fait, bah, c'est-à-dire que tu rabaisses en fait tous les autres. D'accord. Si tu Exactement. veux toi-même progresser, bah, rabaisse tout le monde. Et du coup, Exactement. tu vas être toujours dans un progrès continu, entre guillemets. Tu vois. C'est au prix Ouais. du rabaissement des autres que toi, tu progresses. Tu vois. Et c'est contre ça qu'il se rebellait, en fait. Tu vois. Hmm. Après, voilà, est-ce que effectivement il s'est attaqué symboliquement à des statues ou pas, voilà, il faut voir et ça discuter, peut-être, tu vois. Mais en tout cas, ce que suggère réellement le texte, vraiment de manière linguistiquement, vraiment de manière, comme je disais, précise, en fait, c'est réellement comme cette recherche de progrès permanent qui va faire rabaisser, en fait, les autres. Voilà, Sidi Ibrahim, barakallahu fik, en tout cas, Ouais, ouais, alhamdoulilah. ouais, cool. Tu vois, tu te rends compte comment c'était. Subhanallah. Ouais, C'est ouais, fou, hein? ouais. Ajib, la ilaha illallah. Eh ouais, barakallahu fikoum. Merci. À Merci, suivre. merci, merci. Barakallahu fikoum à tous et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.